Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle chronique Hope. Alors vous le voyez, chez Hope, on a été très occupés pendant ce mois d'octobre. Il y a eu le gala de charité, premier gala de charité à Paris. Les optimistes sont montés sur scène et il y a des tas d'activités avec plein de municipalités et d'associations qui nous ont proposé de nous reverser les dons qu'elles récoltaient pendant ce mois. Donc un grand merci à toutes les associations, à tous les bénévoles qui se sont mobilisés, à tous les gens qui nous ont suivis et qui sont venus assister au gala. Alors Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Mais nous, on a décidé avec Laurine Rivoalan, qui est sage-femme, de parler d'un autre dépistage, celui du col de l'utérus. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein de dépistages à faire qui peuvent sauver des vies. Il y a les mélanomes, il y a le col de l'utérus, il y a le sein, il y a la prostate, enfin bref, plein d'autres cancers que l'on peut dépister et qui, pris à temps, garantissent un meilleur taux de survie. Rendez-vous avec Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour. Alors on te retrouve comme chaque année pour parler de dépistage puisqu'on est le mois Octobre Rose. Mais on s'est dit que chez Hope on allait... alors Octobre Rose, alors tout le monde ne connaissait pas quand on s'est aperçu qu'on parlait de dépistage il y a quelques années. Moi quand je faisais des interviews, des gens qui disaient je ne sais pas ce que c'est Octobre Rose. Donc on va rappeler quand même rapidement ce que c'est. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui on allait parler d'autres dépistages puisque tu as déjà fait des chroniques que les gens pourront retrouver sur le dépistage du cancer du sein. Alors du coup, Octobre Rose, c'est le mois du dépistage du cancer du sein. En 2 mots, à côté de quoi il ne faut pas passer? À côté de son rendez-vous annuel. Non, je trouve que c'est bien parce que en fait, ça permet de démocratiser, de vulgariser un petit peu ce qui peut paraître tabou, tout le langage médical qu'on a autour du cancer. C'est genre un mot qui fait peur en soi. Et en fait, d'avoir un mois comme ça de dépistage, je trouve ça génial parce que on finit par en parler entre copines. Ça banalise un peu plus le suivi et c'est vraiment le cœur, en tout cas de mon métier, c'est le dépistage. C'est-à-dire que en prenant en soin avant, en ayant des examens réguliers, un suivi avec quelqu'un, et du coup, on passe beaucoup moins à côté de cancers qui ne seraient pas en capacité d'être guéris. Donc l'important c'est d'être suivi. J'aime bien dire que si ça va pas, il faut changer de praticien, mais il faut être suivi. Il ne faut pas que ce soit une perte de chance pour la patiente de dire j'en ai marre de ce suivi gynéco, j'arrête. Voilà, ce serait vraiment dommage en fait. Je suis sûre que vous allez trouver proche de chez vous quelqu'un qui sera en tout cas au niveau relationnel acceptable. Et puis voilà, donc il faut pas oublier d'être suivi. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir sur septembre-octobre les rendez-vous de la rentrée quoi. Le check-up de rentrée. C'est trop drôle chaque année. Je pose les gamins à l'école et après je fais mon check-up de rentrée. Je trouve que c'est cool, ça fait une routine dans l'année puis après on passe sur autre chose et voilà quoi. Et puis pas oublier d'ailleurs de dire qu'il n'y a pas que les gynécos qui font les dépistages mammographie. Et tous les dépistages. Alors mammographie, voilà, c'est vraiment centre de radiologie. Par contre, palpation des seins, c'est médecin généraliste, sage-femme et gynéco. Donc voilà, il y a de plus en plus de sages-femmes qui font de la gynéco parce qu'il y a de moins en moins de gynécologues obstétriciens en ville. Donc ça risque d'être votre suivi de demain avec une sage-femme quoi. Alors aujourd'hui, nous on va parler du dépistage du col. Oui, cancer du col de l'utérus, qui du coup en termes de chiffres est quand même relativement important et surtout, je me rends compte au quotidien qu'il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles ont commencé par exemple leur frottis à 17 ans avec le premier rapport sexuel. Elles sont contaminées par le papillomavirus, elles sont vues comme des virus ambulants, comme des filles faciles, ça peut vraiment dégrader leur image et elles arrêtent le suivi gynéco très tôt parce que quand à 25 ans elles ont déjà eu 6 frottis, voilà, ça les dégoûte un peu du suivi. Normalement ça se passe pas comme ça. On a des recommandations qui datent des années 90, c'est-à-dire qu'on est censé commencer les dépistages du frottis, le col de l'utérus, à partir de 25 ans. Donc pas avant, qu'on ait eu des rapports ou pas, peu importe, qu'on soit vacciné ou pas, peu importe. C'est à partir de 25 ans parce qu'en fait, on considère que dans les premières relations sexuelles, on va avoir 80% de la population qui va être contaminée par le papillomavirus. Même si on a un rapport avec préservatif, avec un partenaire, quasiment sûr que vous allez être contaminé parce que le papillomavirus il passe les barrières du préservatif. Ouais, ce que tu disais. Ouais, c'est vrai que je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et il se chope par simple contact en fait. Donc contact des muqueuses, contact périnéal, on peut choper le papillomavirus. Donc du coup, ça n'a pas d'influence sur qui on est, ce qu'on a fait comme pratique sexuelle, ça regarde personne. Mais tout le monde le chope en gros. Et du coup, on a un système d'auto-nettoyage du corps qui est archi compétent. Quand on est en bonne santé,
si on fume pas, si voilà, il y a d'autres choses qui aident pas trop la guérison spontanée du corps. Donc quand on est en bonne santé et qu'on est jeune, jusqu'à 25 ans, on a ce qu'on appelle une clairance, c'est un auto-nettoyage du corps qui fait qu'en fait on va éliminer ce papillomavirus. Donc ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'à 25 ans, il est éliminé ou est-ce qu'on l'a encore? Donc en fait, c'est d'avoir une référence. Quand on vient faire son premier frottis, d'avoir un frottis de référence. C'est ça. À partir de 25 ans, est-ce qu'on a été capable de faire cet auto-nettoyage du corps? Ça sert à rien de chercher avant, parce qu'avant, il est normal d'avoir un papillomavirus. Et du coup, on ne peut pas prédire est-ce qu'on va être capable de le nettoyer ou pas. Cette clairance, normalement, elle se fait en 3 ans. Donc on peut très bien avoir un premier frottis à 25 ans qui marque qu'on a du papillomavirus et on va faire un suivi annuel et peut-être qu'au bout de 18 mois, il aura disparu. Mais est-ce qu'il peut être sur un premier frottis à 25 ans, le frottis revient négatif et qu'en fait le papillomavirus était dormant? Tout à fait. En fait, à 25 ans, on sait qu'on a chopé le papillomavirus, on part du principe qu'on l'a chopé, et du coup, on part du principe qu'il est plus présent aujourd'hui, ok? Enfin, on constate, je veux dire, qu'il est plus présent aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il est peut-être juste endormi. Ou alors, il va être en train de se réveiller en lésions précancéreuses, en faisant des verrues, ce qu'on appelle des condylomes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait un frottis à 25 ans, et sinon, ça serait trop facile. Tu vois, on fera à 25 ans, c'est négatif, bon bah basta, je l'ai éliminé, c'est fini. En fait, non, on va faire un suivi des frottis tous les 3 ans, jusqu'à 30 ans. Et à partir de 30 ans, on a des nouveaux dépistages maintenant. On fait le même examen, cliniquement c'est la même chose, mais on va chercher directement ce papillomavirus, le HPV. Si c'est négatif, on est tranquille pour 5 ans. Parce qu'à partir de 30 ans, on estime que on n'a plus 36 partenaires ou alors on est un peu plus posé, on a moins de risque d'être recontaminé par un nouveau papillomavirus. Mais ça peut arriver quand même, bien sûr, donc on contrôle tous les 5 ans. Parce que la recontamination existe, donc ça veut dire que tu peux l'avoir éliminé, mais tu peux quand même le rechoper. Ouais, en fait, il existe plus de 200 souches de papillomavirus. C'est ça, et donc il y en a qui sont quand même très virulentes dans les cas de cancer. Il y en a qui sont dits oncogènes et qui peuvent développer des cancers de la langue, du vagin, du pénis, de l'anus et du col de l'utérus. Et donc, il n'y a que les femmes qui ont un dépistage pour le col de l'utérus. C'est pour ça que pour moi, c'est important de faire ce suivi, parce qu'on a la chance de pouvoir identifier. Le cancer du col, si à 25 ans aujourd'hui, j'ai une lésion de papillomavirus, il y a des chances que ça se développe dans les 10-13 ans à venir. Donc en gros, si je fais un frottis à 25 ans et qu'on me fait un suivi, on va me le prendre en charge. On va brûler les verrues avec du laser, on va faire des petites biopsies où on peut cautériser le col, c'est-à-dire faire une petite conisation, enlever des petits morceaux de col. Donc en fait, on va traiter ce cancer. Alors quand tu dis petites verrues, que les filles n'allaient pas regarder si elles ont des petites verrues, elles les verront pas forcément à l'œil nu, on est d'accord? Sur le col, en fait, un col c'est vraiment couleur muqueuse, quoi, d'accord, assez rouge, rose. On peut pas voir son col, c'est trop profond, c'est tout au fond du vagin. C'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs un spéculum pour chaque examen, parce qu'il faut vraiment aller chercher des cellules au fond du vagin, au niveau du col de l'utérus. Par contre, ça peut se voir en cutané. On peut avoir au niveau de l'anus ce qu'on appelle les condylomes, donc les verrues, et on décrit ça comme des crêtes de coq. Tu vois, vraiment les trucs qu'ils ont sur la tête, ça en beige. C'est comme une extension de peau, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir une petite lésion, un petit grain de beauté beige qui pousserait, il y a une série de grains de beauté. Et donc ça se met dans les plis. Donc on en voit sur l'anus, on en voit sur le pénis aussi. On en voit sur les lèvres. On peut avoir à la fourchette vulvaire plein de petites crêtes de coq. C'est des condylomes, c'est le papillomavirus qui fait ça. Ça ne veut pas dire que ça va se transformer en cancer. Ouais, d'accord. Mais ça ne veut pas dire non plus, parce qu'on n'en a pas, qu'il n'y a pas de risque de cancer non plus. Non, exactement. Ne dites-vous pas, ok, j'ai rien, donc je ne vais pas aller faire un examen. Ouais, non, il faut faire ce dépistage, parce qu'en faisant ce dépistage, on est sûr de le prendre à temps et de le traiter. Donc après, on a différents stades de traitement en fonction de la gravité. Et puis, il y a quand même certaines souches de ce HPV qui évoluent plus vite que ce que je viens d'annoncer, plus vite que les 10-13 ans. Donc en fait, il faut qu'on sache, est-ce qu'il y a un papillomavirus aujourd'hui? Non. Ok, du coup, même s'il y en a un l'année prochaine, d'ici 3 ans, on refait le contrôle, on aura le temps de le prendre à temps et de le traiter. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc on ne doit pas subir des frottis avant l'âge de 25 ans, sauf pathologie, un col qui saigne, des douleurs inexpliquées, des antécédents graves. Et des antécédents familiaux, ma maman a eu un cancer du col, non, j'ai pas besoin. Okay. Non, parce que c'est pas génétique pour le coup. C'est-à-dire que même s'il y a 12 cancers seins, utérus dans ma famille, le papillomavirus c'est vraiment individuel. C'est viral quoi. Oui, voilà, c'est viral, exactement. Du coup, c'est pas parce que votre mère a un cancer du col que vous allez avoir un cancer du col.
Si on est vacciné, donc la vaccination se fait normalement avant les premiers rapports. Pour les garçons comme pour les filles, voilà. Ouais, c'est un peu changé. Maintenant, en fait, on peut vacciner en gros de 11 à 19 ans. 11-14 ans, c'est l'idéal parce qu'on est avant les premiers rapports. Il suffit de 2 injections et ça protège contre les 9 souches les plus agressives du papillomavirus. À partir de 14 ans, on a besoin de 3 doses, donc c'est juste une injection supplémentaire et c'est le même vaccin qui protège contre les 9 souches. Alors depuis qu'il y a eu le Covid, ça me facilite un peu les choses pour expliquer. Ouais. C'est le principe du vaccin de Covid, ça vous protège des formes graves, mais ça dispense pas de faire les frottis. Parce qu'il y a 200 souches qui existent, quoi. Ok. Donc en Australie, ils ont beaucoup de recul, ils ont commencé à vacciner autour de 2007 et ils ont près de 80% de la population des jeunes filles qui est vaccinée, donc c'est énorme. Et il y a presque plus de cancer de ce type-là. Ouais, c'est ce que j'expliquais sur une autre des vidéos, il me semble aussi, c'est qu'ils prévoient l'éradication du cancer du col de l'utérus d'ici 2035 de mémoire autour de là. Donc ils ont commencé à vacciner les filles et maintenant ils vaccinent à tour de bras les garçons. En France, on n'est pas du tout sur ces couvertures-là. Moi j'ai vacciné les miens. Ah ouais, voilà. Donc on peut vacciner les garçons maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont porteurs, parce qu'ils peuvent développer des cancers à cause de l'HPV et ils transmettre bien sûr, et parce qu'ils n'ont pas de dépistage. Donc ça les protège contre les formes graves des cancers qu'ils pourraient développer. Il y a quelques années de ça encore en France, on avait le droit de vacciner les garçons uniquement s'ils étaient déclarés homosexuels. Donc c'est une discrimination phénoménale et ça ne concerne pas que les homosexuels, loin de là. Donc c'est pour ça que maintenant on vaccine tout le monde parce qu'il faut juste limiter la propagation de ce virus. Et une fois qu'on est vacciné, tu dis on peut avoir d'autres souches de papilloma. Oui, mais beaucoup plus lentes. Mais est-ce que ça protège à 100% des formes les plus graves ou pas ? Ça protège des 9 souches oncogènes du papillomavirus qui font partie des formes les plus graves. Donc c'est super important de se faire vacciner. Exactement, en fait ça va permettre d'éviter d'avoir un cancer qui flambe en 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, alors parce que le cancer du col de l'utérus, c'est quoi ? Parce que autant... Ok, on veut pas vous faire peur, mais quand même expliquer que c'est pas un cancer anodin. Bah, c'est vrai que si en fait il se répand, il peut y avoir comme n'importe quel cancer déjà dans le pire des cas des métastases, ça pourrait se développer, se généraliser, donc ça c'est vraiment grave. Et puis du coup, il y a quand même des interventions chirurgicales plus ou moins importantes. Si on est chez une jeune fille de 30 ans, c'est jeune 30 ans, qui a pas encore d'enfant, et qu'on doit déjà couper une partie du col pour enlever toutes les lésions cancéreuses, bah, le col il est raccourci, donc elle pourrait avoir des menaces d'accouchement prématuré, donc des accouchements avec des enfants prématurés. Il pourrait y avoir carrément une hystérectomie, on peut enlever l'utérus si vraiment les annexes sont touchées, ça peut être hystérectomie totale, enfin ça peut vraiment être grave après quoi, au niveau intervention chirurgicale. Donc voilà, du coup normalement chez la femme jeune en bonne santé qui n'a pas d'addiction particulière, on va avoir cette clairance naturelle et avec un suivi à partir de 25 ans, on va pouvoir rentrer dans les clous pour traiter ce cancer. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurine. D'autres choses ou... Oui, il y a une nouveauté là du coup qui va se mettre en place pour les plus frileuses, c'est l'autoprélèvement. C'est-à-dire qu'on va faire des tests HPV, les femmes vont faire elles-mêmes leur propre dépistage HPV. Ah ouais ? Ça, le but, ça va être d'essayer de rattraper celles qui sont un peu éparpillées, qui veulent pas aller chez le gynéco ni la sage-femme et tout ça, et du coup qu'elles puissent le faire à la maison. Là où on n'est pas trop informé encore, c'est... Imagine, tu fais ton test, bah du coup... J'en fais quoi ? Voilà, c'est ça. T'en fais quoi en fait ? Une fois que tu as les résultats, tu vois comment tu gères les résultats et t'en fais quoi ? Ouais, parce que ça veut dire que je sais que j'ai le HPV, de toute façon il faut forcément aller chez le gynéco. Il faut joindre quelqu'un, ça peut monter le stress, peut-être que ça peut être une fuite aussi, de se dire ok non je fais l'autruche, j'ai pas... Donc voilà, ça on n'est pas encore trop sûr de ce que ça va donner, mais l'objectif c'est vraiment de faire du dépistage massif. Donc, voilà. Et là ça va être en vente quoi, en pharmacie Je sais pas sur les détails, je pense plutôt les labos, plutôt qu'en vente libre, au moins tu vois, parce qu'après il faut ramener le labo pour qu'il fasse l'examen. Là actuellement c'est pas le laboratoire d'analyse classique qui fait les examens de frottis, c'est un laboratoire spécifique sur Annecy qui fait toutes les cytologies, les biopsies, c'est tout eux qui font. Donc c'est pas, on peut pas aller au labo de sa ville quoi. Donc je pense que ça va être plutôt quand même contrôlé plutôt qu'en pharmacie en vente libre, mais j'ai pas de certitude. Ok. Ouais. Bon, donc dépistage à partir de 25 ans, et puis après tous les 3 ans, tous les puis après 3 on ans. espace. Et donc à partir de 25 ans, on commence les palpations des seins. Donc normalement ça devient annuel. À partir de 25 ans, examen gynéco 25 ans, ouais. Ok, pas du tout avant, c'est marrant. Alors avant, en fait, sur simple demande de la patiente, voilà, elle a un truc qu'elle sent, elle est inquiète, elle n'avait pas ça, on examine, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas du systématique. Après 25 ans, ça commence à être systématique. Ok. Ouais. Merci Laurine. De rien.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances de la Toussaint. Ça a passé à vitesse grand V. C'est dingue. On est déjà aux vacances de la Toussaint. On n'a rien vu faire. J'espère que tout s'est bien passé. Vous avez passé une bonne rentrée, un bon mois de septembre, un bon mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous courant novembre. Salut, salut. Profite de chaque instant.